arrière, nous constatons un paquet de bagailles. Premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international. Qui y a des gens qui sont Équateur, par exemple, Dibitrera, il y a des documents d'identité que le pays Équateur bali. Il y a des Colombiens. Il y a Colombiens qui sont passés Panama, qui passent à la République dominicaine, qui viennent en Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir. Et nous connaissons très bien que le crime a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, notre constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, même fait des demandes, fait enquête pour connaître ça, recommandement l'armée Colombie a dit, c'est vrai à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent tuer Jovenel Moïse. C'est ça, il dit. Mais l'État responsable, qui doit faire des enquêtes sur ça, parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça, c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, dans notre pays, a fait de lui-même un irritant. Ou pas capable d'expliquer juridiquement sous qui constitution nous est, pour combien de temps il est là. Et qui vient faire que un bon acte d'État qui apprend et qui poser des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a faite aux États-Unis, procédure qui déclenchée aux États-Unis. Par exemple, moun appé bat bravo, ben moun fâché yo arrêté John Joel Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, le gouvernement, pour qu'on fait enquête toujours pour qu'on ait fait un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce que Balio? Qui est-ce que le ministère intérieur Balio? Nous dit que nous ne comprenons pas le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait Jodia aux États-Unis, nous que, ou même comme journaliste, ou même comme nous-mêmes comme citoyens, si nous avons besoin d'informations sur le dossier, il faut nous casser la tête pour nous joindre. C'est comme si Dadou, moi, papa, mourir, et a fait procès à ça pas intéressant, donc son sans famille que a jugé. Oh, c'est monde qui était président d'un pays. Moi-même, par exemple, m'obliger à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, on a eu un hearing qui a fait le 31, mais le pape fait encore parce que nous avons tellement collaboré l'autre bois. Je veux parler de genre, je veux parler de Palacios et éventuellement. Donc, il n'y a pas même passé devant le grand jury, c'est ça pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier qui peine qu'il y a baillot. Et ça fait nous dire que comportement ça, c'est peut-être c'est de l'incompétence, mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des gens qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. Nous, ouais, par exemple, à la suite de révélations New York Times fait sur Ariel Henry, nous-mêmes comme citoyens, nous écrivons Ariel Henry, nous disons, bah, ça va grave en pile. Nous grave en pile. Si vous pas capable de faire action judiciaire contre New York Times et contre journaliste Anatoly Koumanaev, le seul choix c'est pour démissionner. Parce que moi j'ai un problème avec les sources que New York Times, on ne peut pas prendre marchand de drogue et ou prendre pour parole comme parole vérité. Même pas quelqu'un dit que ce n'est pas vrai. Le monde qui pour expliquer maintenant, c'est Ariel Henry, Premier ministre de fait. Mais nous disons très clairement dans la lettre là, il doit mener des actions judiciaires contre le New York Times à ses frais. Ce n'est pas avec l'argent de l'État. C'est avec code dans poche pour engager avocat pour mener action contre New York Times et journalistes. C'est même démarche là que nous fait auprès du chef de la police parce qu'il grave en pile
Belta Garampil pour les chefs policiers, nous sommes 5 policiers. Ils viennent parler de l'assassinat d'un citoyen avec ou pour des moyens matériels. Bah, besoin de pour chef l'État pour pas dire rien. Ça montre que on a un complot. Donc, nous-mêmes, nous préoccuper cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers ou bien dans le crime. C'est clair, selon déclaration, éléments que nous avons en enquête et comportement, moun k'ap dirigé que l'État au plus haut niveau a participé dans le coup d'État en assassinat. Par exemple, la réponse de tweet de M. Ariel Henry, c'est encore un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, nous avons dit ça semble une sorte de repentir actif. Tardif. Tardif. C'est un repentir. L'autre préoccupation de gagnant, c'est l'ingérence de l'international sous fond de diversion. Nous voyons que son dossier qui prend en charge par l'international, par exemple, le département d'État fait plus de déclarations sur l'assassinat Jovenel là que le gouvernement Ariel Henry. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes supposés que un secrétariat, un espace, nous étions continuellement informés sur ça qui a passé dans le dossier. Et c'est ça que fait. Sous ingérence sous fond de diversion, nous voulons lancer un appel à citoyens pour être tête frette. Par exemple, New York Times s'est dit dans le premier temps, son liste marchand de drogue que M. était venu chercher. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages en dehors. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue qui vient chercher, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages comme ça encore. Dans 2 autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'État que tu gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le 10 qui se passait là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse t'a payé M. Ricardo Saint-Fiche pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Il a débloqué 616 000 €, soit 700 000 $ américains, qui des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Boursier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue avec marchand d'armes, document que tu commencé à écrire. Donc nous, la France dit nous un bagage, les États-Unis disent nous un bagage. Donc il y a confusion totale. Nous ne connaissons pas intérêt. Par exemple, moi, je battu bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous disons prudent. Parce que les congrès, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête. Ça, ce n'est pas le congrès qui va mener l'enquête là. Ce sont la même structure, par exemple, FBI qui relevait du ministère de la Justice, qui va trouver faire enquête là. On a dit d'aventure que les Américains ont un bagage pour un crime, non, pour l'exécutif là, donc il y a moyen pour cacher participation. Ça fait nous dire que diversion, ça, c'est pour vous aider sur un monde retiré le sous. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques doivent être sur la table. Vous entendez, le journal français, même aux États-Unis, a dit que l'administration Biden n'a joué un rôle. Mais qui est-ce qui en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous compte qui ça, Jovenel Moïse a dit le soir du crime avec des gens de la communauté internationale parce que le rôle qui parle avec eux. Il était un paquet qui parle avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce qu'il y a une enquête qui prêt ou bien qui se route pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires, nous te disons ça, qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément 700 000 $ qui sont en Haïti, mais moi-même avec nous, nous ne pouvons pas faire transaction ça. Pour nous transférer 10 000 $ américains, on coût, il faut faire une déclaration de provenance de fonds. Et l'information que j'ai, c'est que qui a un gros business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il a commandé marchandises de l'autre bord, voyez gros comme al bail criminel colombien. Nous avons demandé pour que la justice baille une délégation à DCPJ pour aller qui banque ça, qui moun ça, qui propriétaire maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation,
c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si Mdadou, là, moi, je venais lancer une bénédiction pour pas que tout n'est pas pouvoir. Parce que ça t'a empêché de pouvoir. Nous pas senti. Même force que tu as pour combattre Jovenel là, au moins au pour la vérité, parce que le président, tout le monde dans la vie, il a assassiné. C'est même bagarre qui est passé en 2004, il a venu kidnapper Jean-Bertrand Aristide, tout le monde bravo parce qu'il a besoin de pouvoir. Mais cette brèche, il ouvre net, qui vient faire que aujourd'hui, il a venu assassiner le président. Donc nous avons demandé aux gens qui font politique dans le pays. Si nous aspirons pour un président vrai, il faut que l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse doit une priorité pour tout le monde qui a fait politique qui remet le pays à pour dire que ça pas doit jamais passer encore. Sur ce, je retourne la balle de manière précieuse, avec soin, à Maître Ousner Février, qui va conclure pour nous autres. Merci. D'accord. Ça. Allez. Et camarades, amis, qui directeur de médias, notre confrère Arnel Bélizer. Salut Arnel, pour ton combat et ton courage et ton accompagnement auprès des couches saines de la République. Chers amis, Mathieu a souligné des préoccupations et des constats. Mais nous allons continuer en 2 points avec des constats pour arriver à des recommandations. En tant qu'avocat de l'État haïtien, constitué par écrit dans une procuration qui date du 28 octobre 2018, haïtienne, dans le cadre de sa coopération internationale que le chef d'État voulait diversifier. Pour la première fois, dès le mois d'août 2020, Haïti et la Turquie ont signé, pour renforcer leur coopération, un protocole de 7 accords. L'énergie et l'exploitation de mines de ciment. Et en mars 2021, l'ambassadeur Mevlut Cavusoglu a passé 3 jours en Haïti pour des discussions en visitant le pays, particulièrement l'Artibonite, en mars 2021. En novembre 2020 déjà, les 2 présidents turcs et haïtiens, le président Erdogan et Jovenel Moïse, ont eu un entretien qui aide Haïti à installer 2 centrales flottantes d'énergie à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Le mercredi 2 janvier 2021, au Palais national, le président haïtien Melik Badgassarov comme le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti. Le jeudi 17 juin 2021, le président de la Turquie avait invité le président qui est parti pour cette 4e ville touristique, Antalya. Il a passé 72 heures en Turquie et là, il a rencontré l'ambassadeur du Kenya qui a promis avec Haïti de s'entendre avec les autres pays du tiers-monde pour adopter une politique dans le cadre de ce qu'ils appellent One Voice Politics, une politique d'une voix pour que les pays bénéficiaires d'aide internationale de la part des grandes puissances le 20 juin 2021, le président est de retour, heureux d'avoir rencontré ces dignitaires internationaux pour diversifier sa politique étrangère et il a déclaré dans les jardins du Palais national
le pays, pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. On était au 20 juin 2021. Quelques 3 semaines plus tard, après ces retombées diplomatiques de mise en question de la politique traditionnelle du président, et bon, berge pour l'électricité et ensuite avoir sécurité et l'électricité, etc. Le président est victime d'un coup d'État au cours duquel, au 7, il est assassiné dans sa chambre à coucher et sa femme blessée en présence de ses enfants. Tout comme le maître, il a été livré à ses ennemis par des gens sur qui il croyait qu'il... Le coup d'État du 6 au 7 juillet, le syndicat des représentants des pays occidentaux en Haïti a donné le pouvoir à M. Ariel Henry. M. Ariel Henry n'a pas été choisi légalement, constitutionnellement, mais recommandé par ce que la presse appelle avec une certaine, bon, écoutez, pas fantaisie, mais absence d'analyse en profondeur, corps groupe. Parfois, les communiqués viennent sans signal, sans saut, puis nos réseaux sociaux les distribuent et nos grands journalistes, malheureusement, les lisent. En nous méprisant, parfois, ils rient de nous et de nos journalistes. Ce syndicat des ambassadeurs a nommé Dr Ariel Henry comme Premier ministre en évinçant Claude Joseph. Nous devons vous dire que dans cette nuit terrible de ce coup d'État du 6 au 7 juillet, il y a des hommes qui se sont distingués par leur courage. Il y a un officier à qui nous devons présenter une plaque d'honneur, il s'appelle Vladimir Paraison. Mais le rôle de la police, du ministre des Affaires étrangères et Premier ministre à l'époque, Claude Joseph et Léon Charles, ont sauvé la République de scènes de déchoucage. Nous les remercions patriotiquement aussi. Mais quelques jours après, la communauté internationale, parce qu'il était prévu une soirée de coups de machette, de couteaux et de tirs de guerre civile qui devait débuter, et ça n'a pas eu lieu, en raison de la sagesse, fut-elle intéressée, de certains acteurs, etc. Remercions encore Vladimir Paraison pour son intervention ce soir-là. Donc le pouvoir issu de ce coup d'État du 6 juillet n'a rien à voir avec l'intérêt national. Rien à voir avec l'intérêt national. Il y a eu, immédiatement après, des tentatives de groupes d'intérêt, des Haïtiens bien intentionnés, pour signer des accords avec le président en vue de justifier, au moins matériellement, politiquement, leur pouvoir. Exemple, l'accord Penn, l'accord Montana, de Musso, on parle même d'un accord Laou, et finalement, les Américains qui sont intéressés à avoir des efforts ou des tentatives de démocratie après un coup d'État, ils tentent de demander, par la voix de l'ambassadeur américain, il faut un accord des accords. Mais les Haïtiens l'avaient déjà dit. Il faut que, comme Yuri La Tortue, Imler Rebu et tant d'autres leaders respectant, c'est-à-dire la dignité nationale, avaient demandé que tous les se rencontrent. Mais l'ambassadeur l'a répété, et c'est lorsque l'ambassadeur américain l'a répété que certains journalistes, certains confrères entendent la voix de l'ambassadeur américain. Alors, depuis longtemps, on avait demandé que les signataires de ces accords se rencontrent. À Louisiane, on essaie de faire ce dosage. On est encore en présence du même problème. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette crise? Nous devons retenir, chers amis, l'avocat de l'État que nous sommes, chargé par écrit par une population
de défendre les intérêts supérieurs de l'État, que même après un coup d'État, fût-il sanglant, fût-il la première tâche de ceux qui prennent le pouvoir, c'est de chercher à légitimer leur pouvoir. En Haïti, depuis le 6 juillet, pendant ces 6 derniers mois, il n'y a même pas eu une tentative du docteur Ariel Henry de se légitimer, de légitimer son pouvoir par ce qu'on appelle en droit la légitimité. Lorsqu'un crime qui a été commis comme celui du 6 au 7 juillet, où un chef d'État, fût-il de facto, fût-il contesté, est assassiné dans sa chambre à coucher, en présence de sa femme et de ses enfants, par des mercenaires étrangers qui relèvent des forces spéciales d'une armée étrangère, avec la complicité d'Haïtiens et d'Américains recrutés par une firme américaine à partir de fonds américains, nous sommes en présence d'un crime qui implique 6 législations. C'est un crime national à caractère transnational. C'est un crime international. C'est ce que nous avons enseigné à l'université depuis ces 15 dernières années. On est en présence d'un crime qui comporte des éléments d'extranéité. Donc le crime n'est pas seulement national, c'est un crime national à caractère international. Et immédiatement, l'État haïtien doit être impliqué. Et le premier geste, c'est au ministre des Affaires étrangères de rappeler ses ambassadeurs dans ces pays-là, en République dominicaine, en Équateur, car la carte d'identité de l'un des prétendus assassins, ou bien de ceux qui ont présumé assassiner le président, il circulait avec une carte d'identité équatorienne. Il y a l'implication de la République dominicaine, il y a l'implication des États-Unis. Donc, il fallait nécessairement que notre ministre des Affaires étrangères convoque les ambassadeurs de ces pays dont relèvent ces assassins présumés et en même temps rappelle ces ambassadeurs accrédités dans ces pays comme geste pour cet acte qui est d'après le droit international pénal et le droit pénal international. Je fais allusion ici à 2 branches de connaissance du droit, qui est un acte de guerre. C'est ainsi qu'a commencé la Première Guerre mondiale, avec l'assassinat du prince héritier Ferdinand, qui a été assassiné et la guerre mondiale, la première, a éclaté. Donc rien n'a été fait jusqu'ici, aucun rappel de nos ambassadeurs accrédités dans ces pays, dont relèvent ces assassins présumés, aucune convocation, aucune protestation officielle. Parce que, malheureusement, le lendemain matin, les bénéficiaires du coup d'État sont au pouvoir, et ils le sont encore. Alors, cette situation est dangereuse parce que non seulement les dirigeants actuels constituent des irritants pour la démocratie, des irritants pour le système juridique haïtien, des irritants pour la paix sociale, car il y a non seulement une prolifération des gangs, l'arrogance de ce club appelé syndicat des représentants diplomatiques en Haïti et qui fonctionne en l'absence des pays qui ont été les premiers à reconnaître l'indépendance d'Haïti. On ne voit pas le Vatican, la Russie n'est pas là, les pays africains ne sont pas là, les pays qui ne sont pas ingrats en Amérique latine à qui nous avons donné l'indépendance ne sont pas là, mais le corps groupe est représenté uniquement par ceux qui étaient nos maîtres quand nous étions des esclaves. Et aucune protestation parce que nos dirigeants sont les exécutants de leurs ordres. Alors, avocat de l'État haïtien, chargé de la défense des intérêts matériels, financiers et supérieurs de l'État, suivant une procuration écrite qui nous a été donnée le 28 octobre 2019, nous faisons ces recommandations. Premièrement, Ariel Henry, docteur Ariel Henry,
ce ne sont pas les avocats qui ont établi le dossier. Les avocats ont amené la justice, ont amené les dossiers par devant la justice haïtienne, qui ont convoqué les personnalités qui ont été inculpées, qui ont été citées par devant la justice, qui se refusaient à se présenter par devant la justice. Bien entendu, ils se croyaient avoir maîtrisé les arcanes de cette justice pour s'autoriser à ne pas se présenter devant la justice en raison de leur hauteur, de leur maîtrise de la situation politique en Haïti, je dirais judico-politique haïtienne. À ce moment-là, ils ont choisi de quitter le pays au lieu de se présenter naturellement par devant la justice, parce que personne n'est au-dessus de la loi, des lois de la République. Personne ne devait se croire au-dessus de la justice. Qui qu'il fût, qui qu'il soit. À ce moment-là, la justice a produit une ordonnance de mandat d'arrêt, une ordonnance pour un mandat d'arrêt international, qui n'a pas été exécutée, en raison de la force de certaines personnalités qui croient avoir maîtrisé même les procédures internationales. En revanche, je pense qu'à une certaine hauteur de la vie politique, toutes les personnes qui se croient au-dessus de la loi devraient se mettre en deçà de la loi. Lorsque ce pays aura repris la prééminence, ou a imposé la prééminence de la justice aux dépens des hommes. Et je continue pour dire, ce dossier se trouve pour une part auprès de la Cour de cassation, pour d'autre part à la Cour d'appel, de troisième part au tribunal, à la juridiction de première instance de Port-au-Prince. Comment concevoir un instant qu'on puisse instituer deux juridictions d'instruction parallèles jusqu'à ce que la dernière introduite dans ce dossier ait pu se croire autorisée à annuler des mandats d'arrêt alors qu'il y a des voies de recours ordinaires qui devaient être exercées à l'encontre de la décision du juge d'instruction. Je n'ai pas compris que magistrat instructeur puisse s'autoriser, puisse se donner le droit d'ordonner à la direction générale des impôts de lui produire tous les éléments, tous les dossiers. Et ce qu'il fait, ce magistrat instructeur, avant même d'avoir eu ce dossier, il a pris sur lui-même la responsabilité de les mandats, de restituer des biens qui étaient sous scellés, qui étaient la garantie formelle, matérielle de l'État pour recouvrer les créances que l'État détenait sur ces personnes-là, personnes morales et personnes privées. Comment un magistrat instructeur peut-il s'autoriser à des gens qui ont été accusés d'enrichissement illicite et en même temps de blanchiment? J'ai dit de blanchiment, c'est grave. Comment un magistrat instructeur peut-il être amené, pour quelque raison que ce soit, pour quelque motif que ce fût, pour quelque finance, pardonnez-moi l'expression, je ne sais pas, que ce fût, à annuler des mandats contre lesquels aucun recours judiciaire n'a été exercé? Ça, nous n'avons pas compris. C'est notre préoccupation que Maître Février peut-être va vous expliquer avec beaucoup plus de péremption, péremptoirement, bien entendu. Autre considération. Je vois que ici, nous allons passer d'un point à un autre. C'était une de nos préoccupations essentielles, c'était l'accession au pouvoir de M. Ariel Henry. C'est un acte de gravité absolue, d'absolutisme même de cet acte macabre, devait produire chez tout Haïtien de grands ressentiments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est soupçonné, simplement soupçonné d'implication dans un acte d'assassinat, il était moralement nécessaire et même naturel que vous vous présentiez par devant la justice. Et non pas de chercher par tous les moyens à obstruer le fonctionnement régulier du pouvoir judiciaire. Moi, je l'ai dit. Alors que, si vous ne le saviez pas,
M. Ariel Henry n'était pas en mesure d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que l'arrêté qui avait désigné M. Ariel Henry, comprenez-moi bien, n'a pas été signé par le président Jovenel Moïse. C'est M. Libéris qui l'a envoyé au journal officiel avec la signature du président scannée. Parce que le président de la République alors, attendait que M. Ariel produisit sa décharge, une de ses dernières décharges, avant de... Merci. De cette dernière décharge, avant de confirmer la nomination. Comprenez-moi bien. Or, il y avait deux décharges. Une produite, l'autre n'a pas été produite. Et le président disait, je ne veux pas être en situation difficile, j'attends la production de ce dernier certificat de décharge avant de confirmer sa nomination. Il a été désigné, certes. Comprenez-moi bien. Il n'a été ni investi, son gouvernement n'a pas été nommé à ce moment-là, et en troisième position, ce gouvernement n'a pas été installé. Juridiquement, il revenait au Premier ministre par intérim, qui n'était pas par intérim, pardon, au Premier ministre, alors M. Claude Joseph, d'avoir la légitimité de ce pouvoir. Peut-être par élégance et par crainte de se faire assassiner au même titre que M. Moïse, eh bien, je crois qu'il a, par élégance, il a accepté de transférer le pouvoir, de concéder le pouvoir à M. Ariel Henry. Je n'ai rien dit. Jusqu'à présent, il l'a fait. Il avait eu peut-être ses préoccupations que nous avons compris. Mais pour cet acte empreint de quelque majesté, devait conduire M. Henry à assurer élégamment, et selon les règles de droit, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ce qui n'a pas été fait. Tous les actes posés par M. Henry sont attachés d'illégalité manifeste. D'illégalité manifeste, déjà, prendre des accords et conclure à titre personnel avec des groupes et à titre privé, vous devez vous garder de publier ces accords-là au journal officiel, qui a perdu de sa majesté par là même, de sa force d'existence même. Vous n'auriez pas dû faire ça. Déjà, le texte dit, c'est le Conseil des ministres, à la disparition du président, dans sa collégialité, qui devrait assurer maintenant la fonction dite semi-présidentielle. C'est-à-dire, le Conseil des ministres avec le Premier ministre et les ministres, il n'appartient qu'à ce Conseil des ministres de prendre des mesures qui engageraient l'intérêt supérieur de la nation, qui engageraient l'État. Or, nous constatons que M. Henry a pris par de faire lui-même des mesures qui ne devaient pas engager l'État, parce que déjà entachées d'irrégularité manifeste. Deuxièmement, pour révoquer un ministre, il faudrait respecter le principe du parallélisme des formes. Autrement dit, les mêmes autorités qui étaient habilitées à prendre une décision d'investiture d'un haut fonctionnaire de l'État, ce sont les mêmes qui sont autorisés à démettre telle ou telle personnalité de sa fonction. Nous constatons que le ministre de la Justice a été victime d'un tel écart de comportement, d'un tel écart juridique. Il ne respectait aucune règle. Je ne sais pas qui l'a poussé. Qui est le conseiller de M. Ariel Henry pour lui permettre de prendre des actes d'une telle illégalité qui aurait engagé l'État. Et je vais plus loin. Lorsqu'on est Premier ministre, on est un haut fonctionnaire de l'État, les actes empreints de quelque décence
doivent concourir à servir l'intérêt supérieur de la nation. Nous constatons que le procès engagé à l'encontre des assassins est déjà boycotté à la base. Comment concevoir un instant que la Turquie demande qui puisse fonder l'extradition d'un homme demandé par Haïti? Vous refusez à le faire. Vous avez envoyé des documents qui n'ont rien à voir avec l'assassinat. La Turquie renouvelle sa demande. Elle a demandé à ce que vous produisiez des actes. Vous avez une semaine pour me produire des actes concrets. 1, 2, 3, 4. Les actes sont là. Les autorités habilitées à le faire sont là également. Pourquoi vous soustraire à le faire? Parce que vous avez, sans présomption d'aucune, bien sûr, quelque chose à cacher. Et pas qu'on vienne vers vous. Je ne voudrais pas dire aujourd'hui que les assassins de Jovenel Moïse sont en train de déchiqueter le corps de Jovenel Moïse, petite tranche par petite tranche, jusqu'à ce que la nation haïtienne, en définitive, puisse accepter ce forfait absolu qui a été commis. Moi, j'ai dit non. Nous ne sommes plus en 1915. Nous sommes en 2022, monsieur. Il y a des journalistes partout qui font circuler des informations. Il y a les réseaux sociaux. Maintenant, on ne peut pas se permettre n'importe quel comportement dans ce pays, et même ailleurs. Haïti devient au cœur du monde. Au cœur du monde. Il n'y a rien qui puisse échapper à la compréhension et à l'intelligence de nos journalistes et de ceux qui veulent véritablement que la vérité s'impose. Troisième fait que je vais souligner, et je m'arrête là. Merci. Moi, je pense une chose, et je l'ai dit la fois dernière. Nous devons nous garder de petits compromis et qui deviennent des compromissions qui mettent en danger l'intérêt supérieur de la nation. Ces petits compromis qui ne doivent pas remplacer les règles fondamentales de la République, les règles de moralité dans la gestion du pouvoir public. Si nous persistons à accepter de petites règles, de petits compromis, de ceux qui se rendent à Louisiana pour imposer à notre pays un autre mode de gouvernement, nous allons tomber de, comment ça s'appelle déjà? Merci, maître. De petits compromis en petits compromis, de gouvernement intérimaire à gouvernement intérimaire, de telle sorte que l'intérimaire sera perpétué à l'encontre des règles de droit. Cela suppose que celui qui doit, après je ne comprends pas non plus, qu'il y a une présidence à 5 têtes, 5 cabinets, 5 premières dames, je ne sais pas. Un cabinet à 5 têtes, c'est le cabinet, 5 présidents. On va avoir des groupements, peut-être d'une quarantaine, soixantaine de personnes, sous la responsabilité de l'État. Si ça gagne comme l'argent pour payer tout le monde, ça, un pléthore de personnes qui ne feront rien que de vouloir perpétuer leur pouvoir par des exercices, je ne sais pas, tumultueux, de remplacer un pouvoir intérimaire par un autre pouvoir intérimaire. Ils ont même projeté une période de 2 ans. Maintenant, nous allons nourrir les gangs. Ces 2 ans, nous puissions nous trouver en impossibilité matérielle de faire des élections. Parce que les gangs vont se perpétuer, les gangs empêcheraient peut-être que les élections aient lieu. À ce moment-là, ils auront peut-être la légitimité, peut-être non morale, de dire qu'en raison de la prolifération des gangs, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire des élections. Alors, depuis le début du mois de janvier, vous devez vous engager dans ce processus électoral pour qu'en 2023, les institutions républicaines puissent se trouver confortées, consolidées.